À Glasgow, le 1er août 2026, rien ne semblait extraordinaire. William, Catherine et leurs 3 enfants regardaient les Jeux du Commonwealth comme une famille presque ordinaire. Louis souriait, plaisantait, vivait simplement l'instant. Mais derrière cette image tranquille se cachait une question bien plus profonde. Pendant des années, William avait cru que protéger ses enfants signifiait fermer les portes. Puis il a découvert une vérité plus douloureuse encore. Parfois, le silence protège du monde extérieur, mais enferme ceux qu'on aime à l'intérieur. Pour comprendre pourquoi William protège aujourd'hui ses enfants avec une telle fermeté, il faut revenir à une image qu'il n'a jamais vraiment laissée derrière lui. Septembre 1997. Il a 15 ans. Londres est silencieuse, mais des millions de regards sont braqués sur lui. Derrière le cercueil de Diana, il avance sans avoir le droit d'être simplement un fils qui vient de perdre sa mère. Ce jour-là, William découvre brutalement ce que signifie appartenir à la famille royale. La douleur la plus intime peut devenir un spectacle national. Les gestes sont observés, les visages commentés, les silences interprétés. Après la mort de Diana, lettres, vêtements et confidences semblent soudain destinés au regard des autres. William n'oubliera jamais cette leçon. Il comprend très jeune qu'une porte ouverte une seule fois peut ne plus jamais se refermer. Des années plus tard, lorsqu'il devient père, il choisit une autre méthode. George, Charlotte et Louis apparaîtront, oui, mais selon des règles précises. Quelques cérémonies, des moments choisis, des photographies souvent prises par Catherine elle-même. Pas de quotidien livré en pâture, pas d'enfance transformée en feuilleton. Cette stratégie vient d'une peur ancienne. William sait ce qu'un objectif peut voler à un enfant. Il sait aussi qu'un titre royal ne protège ni de la curiosité ni du chagrin. Alors, il fait de la discrétion une forteresse. Et pendant longtemps, elle fonctionne. George grandit sans devenir une présence constante dans les tabloïds. Charlotte traverse son enfance sans que chaque journée d'école soit photographiée. Louis, le plus jeune, peut encore rire, grimacer, ou s'agiter lors d'une cérémonie sans que toute sa vie privée appartienne au public. William ne se contente pourtant pas de demander le respect de cette frontière. Il la défend. En 2025, lorsqu'un magazine français publie des images prises à distance pendant des vacances familiales, William et Catherine obtiennent gain de cause devant la justice. Le message a été clair, leurs enfants ne sont pas une extension gratuite de la monarchie. Il existe une limite, et ils la défendront. Voilà pourquoi il serait trop simple de présenter William comme un père obsédé par le contrôle. Pendant plus de 10 ans, son système a protégé ses enfants d'une exposition que lui-même avait subie. C'était peut-être l'un de ses plus grands succès. Mais les murs ont une faiblesse que personne ne voit lorsqu'on les construit. Ils empêchent le monde d'entrer. Et parfois, ils empêchent aussi ceux qui vivent derrière eux de comprendre ce qui se passe. En 2024, cette frontière allait être mise à l'épreuve d'une manière que William n'avait jamais imaginée. Et cette fois, le danger ne viendrait pas d'un photographe caché derrière une haie. Il viendrait du silence lui-même. Au début de 2024, le système que William avait construit semblait encore tenir. Catherine devait s'éloigner après une opération abdominale. Le palais demanda de respecter sa convalescence, donna peu de détails et pensa que le temps calmerait les questions. Nedja. Il produisit exactement l'inverse. Plus les jours passaient, plus l'absence devenait visible. Les engagements disparaissèrent du calendrier, les apparitions se raréfiaient et chaque silence officiel ouvrait un espace que d'autres s'empressaient de remplir. Des théories absurdes côtoyaient des interrogations légitimes. Une photographie familiale retouchée suffit même à transformer le doute en tempête mondiale. C'est là que la vieille logique de Windsor révéla sa fragilité. Le silence peut protéger une information. Il ne protège jamais du besoin de comprendre. Lorsqu'on ne donne aucune réponse, le public en fabrique. Et parfois, les réponses inventées deviennent plus violentes que la vérité. En mars 2024, Catherine prit finalement la parole. Face à la caméra, elle expliqua que des examens réalisés après son opération avaient révélé un cancer et qu'un traitement préventif par chimiothérapie avait commencé. Sa voix était calme, mais le message bouleversa le pays. Derrière le titre, il y avait surtout une mère qui expliquait avoir eu besoin de temps pour parler à ses enfants d'une manière qu'ils puissent comprendre. Ce détail change tout. Pendant que le monde exigeait des réponses, George, Charlotte et Louis avaient besoin d'autre chose. Une vérité adaptée à leur âge, assez claire pour ne pas nourrir la peur, assez protégée pour ne pas devenir un spectacle. William se retrouva pris entre deux blessures. Depuis 1997, il savait qu'une vie royale trop exposée peut être dévorée par le regard public. Mais 2024 lui enseignait la leçon opposée.
L'absence d'explication peut elle aussi devenir incontrôlable. En septembre, Catherine annonça avoir terminé sa chimiothérapie. En janvier 2025, elle révéla être en rémission. Pourtant, le véritable héritage de cette période ne se trouvait pas seulement dans son retour progressif. Il se cachait dans une question plus intime. Que fallait-il dire aux enfants et quand ? Car une famille peut fermer ses portes au monde. Elle ne peut pas demander à ses propres enfants de ne rien remarquer. William allait bientôt reconnaître lui-même quelque chose qu'il aurait peut-être refusé d'admettre auparavant. Cacher les choses aux enfants ne fait pas disparaître leurs inquiétudes. Cela leur donne simplement plus de place pour imaginer le pire. Mais avant cette confession, un autre événement allait rappeler brutalement pourquoi il avait eu si peur de parler. Cette fois, le danger ne venait pas des rumeurs. Il venait de quelqu'un prêt à transformer l'intimité médicale de Catherine en marchandise. En juin 2026, une nouvelle affaire est venue rappeler pourquoi William n'avait jamais cessé de se méfier du monde extérieur. Cette fois, il ne s'agissait ni d'un téléobjectif, ni d'une rumeur, écolant, Sofonse. Il s'agissait de données médicales, de ce qu'une personne croit pouvoir garder entre elle, ses médecins et sa famille. Les autorités britanniques ont révélé qu'un ancien employé d'un établissement de santé avait abusé d'un accès à des informations sensibles et tenté de les vendre. Les données étaient liées, selon les informations publiées, au dossier médical de Catherine. Kensington Palace resta silencieux, mais le message était terrible. Même la maladie pouvait devenir une monnaie. Pour William, l'affaire avait une résonance évidente. Depuis des années, il combattait l'idée que tout ce qui touche à sa famille appartient au public. La santé de son épouse avait déjà nourri des semaines de spéculation. Désormais, quelqu'un avait tenté de franchir une frontière encore plus intime. Et pourtant, le paradoxe devenait impossible à ignorer. Plus William avait de raisons de protéger les siens, plus il devait apprendre que la protection ne pouvait pas signifier l'absence totale de parole. Catherine, elle, revenait progressivement à ses engagements. Son voyage officiel en Italie au printemps 2026 fut chargé de symboles. Elle s'intéressa à une approche éducative centrée sur les premières années de l'enfant, la confiance et les liens qui permettent de grandir, un sujet qu'elle défend depuis longtemps. Après ce qu'elle venait de traverser, ce travail prenait une autre profondeur. Comment demande-t-on à un enfant de se sentir en sécurité lorsque les adultes autour de lui vivent eux-mêmes dans l'incertitude ? Comment protège-t-on sans transmettre sa propre peur ? L'histoire change alors de nature. Elle n'est plus seulement celle d'une princesse qui se remet d'une maladie ou d'un prince hanté par les photographes. Elle devient celle de deux parents confrontés à une vérité plus difficile. Les enfants sentent ce que les adultes essaient de leur cacher. William avait longtemps cru qu'il fallait tenir la porte fermée. Pourtant, en 2025, il prononça lui-même une phrase qui fissurait cette certitude. Il expliqua que cacher les choses aux enfants ne fonctionnait pas vraiment. Parce qu'en l'absence de réponse, leurs questions devenaient plus nombreuses et leur inquiétude plus grande. L'homme qui avait construit sa vie autour du contrôle de l'information venait d'admettre que, dans une famille, le silence pouvait créer exactement ce qu'il cherchait à empêcher, la peur. Et cette découverte allait bientôt prendre 3 visages. George, Charlotte et Louis n'avaient ni le même âge, ni le même rôle, ni la même manière de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Pendant des années, William avait défendu une règle simple. Moins le monde savait, plus ses enfants étaient protégés. Cette logique lui semblait presque évidente. Elle venait de son enfance, de Diana, des photographes, des titres de journaux et de cette impression que la vie privée pouvait disparaître en quelques secondes. Puis il est devenu père. George a grandi avec le poids silencieux d'un avenir que tout le monde connaît déjà. Charlotte a appris très tôt à évoluer entre une vie d'enfant et les cérémonies où chaque geste est observé. Louis, lui, est resté le plus libre des 3, celui dont les grimaces, l'énergie et les réactions spontanées rappellent souvent qu'avant d'être prince, il est simplement un garçon. Mes 3 enfants ne comprennent jamais une crise de la même manière. Lorsque Catherine et Charles ont affronté leurs problèmes de santé, William a découvert quelque chose qu'aucun protocole royal ne pouvait résoudre à sa place. Comment expliquer une réalité difficile à un enfant sans l'effrayer ? Jusqu'où faut-il aller ? À quel moment le silence cesse-t-il de protéger pour commencer à inquiéter ? En 2025, William a donné une réponse étonnamment personnelle. Il a expliqué que cacher les choses aux enfants ne fonctionne pas vraiment. Lorsqu'ils sentent qu'un problème existe, mais qu'aucune réponse ne leur est donnée, les questions se multiplient, et avec elles, l'inquiétude. Cette phrase est essentielle parce qu'elle vient précisément de l'homme qui avait passé une grande partie de sa vie à contrôler ce qui pouvait être raconté. William ne disait pas qu'il fallait tout révéler. Il disait quelque chose de plus subtil. Un enfant n'a pas besoin de tous les détails.
Mais il a besoin de sentir que les adultes ne lui demandent pas de vivre au milieu d'un mystère. La différence paraît petite. Elle ne l'est pas. George avait déjà 13 ans à l'été 2026. Quelques semaines plus tard, il devait franchir une étape symbolique en entrant à Eton, l'école où son père avait lui-même étudié. Plus il grandit, plus son avenir royal devient visible, même lorsque personne ne le prononce. Charlotte, 11 ans, occupe une position différente. Elle n'est pas l'héritière directe, mais elle grandit assez près du centre pour comprendre les codes, les regards et les obligations. Et Louis, 8 ans, reste celui que ses parents peuvent encore protéger le plus longtemps de cette mécanique. C'est précisément là que le dilemme devient cruel. Protéger George signifie le préparer à ce qui l'attend. Protéger Charlotte signifie lui permettre d'exister sans être réduite à son rang. Protéger Louis signifie préserver le plus longtemps possible cette part d'enfance qui n'appartient à personne d'autre. Une seule politique ne peut donc plus fonctionner pour 3 enfants qui avancent à 3 vitesses différentes. William semblait enfin l'avoir compris. Le vrai choix n'était plus entre parler et se taire. Il était entre une vérité adaptée à l'enfant et un silence que l'enfant remplirait lui-même. Mais cette évolution soulevait une question encore plus délicate. Si William changeait sa manière de parler à ses enfants, la monarchie pouvait-elle, elle aussi, apprendre à parler autrement? Pour répondre, il fallait regarder vers Charles et Catherine. 2 générations, 2 maladies, 2 façons de montrer au public une partie de la vérité sans lui abandonner le reste. Ok, Charles, Catherine et William ont vécu la même question sous 3 formes différentes. Que faut-il dire, à qui et jusqu'où? Pendant longtemps, la monarchie britannique a préféré la retenue. Puis la maladie a déplacé la frontière. En février 2024, Charles a rendu public son cancer sans révéler sa nature exacte. Il a choisi d'en dire assez pour expliquer son absence, mais pas assez pour transformer son dossier médical en spectacle. Catherine a suivi une voie comparable. Elle a parlé de son cancer, de sa chimiothérapie, puis de sa rémission. Partager une vérité nécessaire ne signifie pas abandonner sa vie privée. William, lui, se trouvait entre ces 2 expériences. Il regardait son père apprendre à parler sans tout dire, son épouse revenir après des mois où chaque silence avait été interprété, et il devait expliquer à George, Charlotte et Louis ce qu'aucun parent ne souhaite expliquer. C'est là que quelque chose a changé. Le véritable enjeu n'était plus de savoir si les Windsor devaient tout révéler. Il était de comprendre que le public et les enfants n'ont pas besoin de la même vérité. Le public peut recevoir une limite. Un enfant, lui, doit recevoir un sens. Cette différence paraît simple, mais elle renverse des décennies de réflexes. À Windsor, on a longtemps confondu dignité et silence. On ne disait pas ce qui faisait peur, on continuait. On souriait, on avançait. Mais que transmettons à un enfant lorsqu'on lui apprend que la force consiste toujours à ne rien montrer? Charles connaît le prix de cette éducation. William aussi, et Catherine, après avoir vu sa santé devenir l'objet de rumeurs mondiales, sait qu'une vérité dite avec mesure peut parfois protéger davantage qu'un vide parfait. Elle est tifantèque. Elle parle d'héritage. Non pas celui des couronnes, mais celui des habitudes émotionnelles que les parents transmettent sans le vouloir. Charles a grandi dans une monarchie où l'on supportait en silence. William a grandi en voyant ce silence se briser autour de Diana. Ses enfants grandissent dans un monde où chaque absence devient une théorie en quelques minutes. 3 générations, 3 époques, une même question. Comment rester digne sans devenir inaccessible? La réponse s'est dessinée dans des choix minuscules. Dire suffisamment, s'arrêter à temps, parler aux enfants avant de parler au pays, accepter qu'une frontière puisse protéger sans devenir un mur. Mais il restait une épreuve. Parler autrement était une chose, montrer de nouveau ses enfants au monde, après tout ce que cette famille venait de traverser, en était une autre. À l'été 2026, William et Catherine allèrent devoir décider non pas ce qu'ils voulaient expliquer, mais ce qu'ils étaient enfin prêts à laisser voir. Après tout ce qu'ils avaient traversé, William et Catherine n'ont pas choisi de renverser les règles. Ils n'ont pas décidé d'exposer davantage leurs enfants, ni de transformer la famille en vitrine émotionnelle. Leur changement fut plus discret, ils ont commencé à choisir autrement ce qu'ils laissaient entrer dans la lumière. Louis n'avait jamais totalement disparu de la vie publique. Il était encore apparu avec sa famille lors de grands rendez-vous royaux. Le problème n'était donc pas l'absence absolue, mais la manière dont chaque apparition pouvait être comptée, interprétée, décortiquée comme si un enfant devait fournir des preuves régulières de son bonheur. William connaissait trop bien cette mécanique. Une photographie rassure un jour, puis devient une archive que l'on ressort plus tard pour comparer un regard ou un sourire. Protéger ses enfants ne pouvait donc plus signifier les cacher, mais les montrer davantage aurait créé une autre prison. Alors le couple a cherché un 3e chemin. George avançait vers Eton et vers un avenir de plus en plus visible.
Charlotte apparaissait parfois dans des événements sportifs, assez présente pour apprendre les codes, assez protégée pour ne pas devenir un personnage permanent. Louis, lui, restait celui à qui l'on pouvait encore offrir quelque chose de précieux, le droit de grandir sans devoir constamment représenter quoi que ce soit. Ce nouvel équilibre n'était pas spectaculaire, c'était précisément sa force. Dans un stade, un enfant peut regarder le jeu, rire avec son frère, se tourner vers sa sœur et oublier quelques minutes que des objectifs existent. Après sa maladie et son retour progressif, Catherine semblait moins préoccupée par l'idée de prouver quoi que ce soit. Sa présence devenait plus choisie, celle de ses enfants aussi. Le message implicite était simple. Revenir ne signifie pas reconstruire exactement la vie d'avant. Et William, qui avait longtemps mesuré la sécurité par la hauteur des murs, commençait à mesurer autre chose, la liberté de ses enfants derrière ces murs. Pendant des années, il avait cru qu'un bon père devait anticiper le danger. Désormais, il devait accepter une vérité plus inconfortable. On ne peut pas protéger un enfant de tout sans risquer de lui apprendre que le monde entier est une menace. Le 1er août 2026, cette nouvelle philosophie allait être testée devant des milliers de personnes. Il n'y eut pas de grande annonce, pas de déclaration expliquant pourquoi les 3 enfants seront ça. Pas de récit préparé pour guider le regard du public, seulement une famille qui entra dans un stade à Glasgow. Et pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait besoin d'expliquer Louis avant qu'il apparaisse. Le 1er août 2026, à Glasgow, William et Catherine arrivèrent avec George, Charlotte et Louis pour les Jeux du Commonwealth. Pas de discours, pas de communiqué pour raconter les mois précédents. Rien qui dise au public ce qu'il devait penser. Louis portait un chapeau de cyclisme aux couleurs du pays de Galles, un peu trop grand pour lui. Il échangea un geste avec la mascotte Finny, parla de ses tentatives de faire le poirier et plaisanta avec Charlotte. George reconnut qu'il n'était pas très doué pour tout ce qui demandait de la souplesse. Une scène presque banale. Mais les familles qui ont traversé la peur savent que la banalité peut devenir une victoire. Pendant 2 ans, les Windsor avaient appris qu'une absence peut devenir une histoire, qu'un silence peut être rempli par des inconnus et qu'une information privée peut devenir une marchandise. Ce jour-là, ils ne donnèrent pourtant aucun détail supplémentaire. Ils firent quelque chose de plus difficile, ils laissèrent leurs enfants exister sans commentaire. George, 13 ans, s'approchait d'Eton et d'un avenir dont chacun connaît déjà la direction. Charlotte, 11 ans, avançait entre enfance et devoirs. Louis, 8 ans, n'avait rien à démontrer. Il n'était ni un symbole de fragilité, ni la preuve d'un retour. Il était simplement un enfant dans les tribunes. Peut-être était-ce ce que William cherchait depuis 1997. Pendant presque 30 ans, il avait pensé que protéger signifiait empêcher le monde de voir. L'expérience de Catherine lui avait appris qu'un silence total peut produire l'inverse de ce qu'il promet. Les conversations avec ses enfants lui avaient appris autre chose. La vérité destinée au public n'est pas celle que l'on doit à ceux que l'on aime. On peut garder une frontière sans transformer cette frontière en mur. À Glasgow, personne n'avait besoin de savoir ce qui se disait à la maison, ni ce que leurs parents avaient redouté. Le public n'avait pas reçu toutes les réponses. Et pourtant, il avait reçu quelque chose de plus honnête, une famille qui avançait sans prétendre que rien ne s'était passé. Dans quelques semaines, George entrerait à Eton. Charlotte continuerait à trouver sa place. Louis grandirait dans un monde où la moindre expression peut être figée et commentée avant même qu'un enfant comprenne pourquoi. La bataille de William n'est donc pas terminée, elle a simplement changé de forme. Autrefois, il voulait fermer la porte avant que le monde n'entre. Désormais, son défi est plus subtil. Décider quand l'ouvrir, jusqu'où, et surtout pour qui. Et peut-être que le véritable changement tient en une image très simple. À Glasgow, Louis n'avait rien à expliquer. Il était là, entouré des siens, et, pour une fois, cela suffisait.